Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur la traumatologie, la fracture appliquée en intelligence artificielle. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Nicolas Gérikov, le directeur des partenariats chez Glimmer. Donc, chez Glimmer, on développe une solution d'intelligence artificielle de détection de fractures sur des radios standards appelées Bonneview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Romain Malézieux. Bonjour Romain. Bonjour. Donc Romain qui est radiologue à la clinique du Parc à Saint-Étienne, et l'objectif de ces 15-20 minutes qui vont nous intéresser aujourd'hui est de parler justement de l'impact de l'intelligence artificielle dans le cadre de la prise en charge des patients en traumatologie, avec un zoom évidemment spécifique sur la détection de fractures en radiographie standard. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un échange assez simple, assez direct, sous forme de questions-réponses entre Romain et moi-même. Et alors Romain, si ça vous va, peut-être première question qui me vient en tête pour un peu, je dirais, planter le décor. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous préciser aujourd'hui le contexte dans lequel vous interprétez les radiographies standards traumatiques aujourd'hui? Oui, donc tout à fait. Nous sommes un groupe de médecins libéraux qui exerçons sur principalement 2 cabinets et un service d'imagerie médicale qui est situé au sein d'une clinique. Cette même clinique qui dispose d'un service d'urgence ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc les patients qui vont nous être adressés en traumatologie vont être de différents ordres. On va voir tout d'abord un premier chemin qui est celui du patient adressé par le médecin traitant. Donc on a un patient qui va aller voir son médecin traitant, généralement pour un traumatisme plutôt mineur, mais qui peut être amené à être orienté par celui-ci directement en radiologie. Donc auquel cas nous allons l'accueillir souvent dans des délais rapides et courts. Ensuite, il y a un deuxième type de structure qui sont les centres de soins non programmés, qui sont l'équivalent des maisons médicales qui se développent de plus en plus et qui sont un peu des services d'urgence qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24 et qui ne disposent pas d'un plateau technique, donc qui vont être amenés eux aussi à avoir des patients en traumatologie et à demander de ce fait des bilans radiographiques standards pour ces mêmes motifs. Et enfin, surtout pour nous, la source principale d'examen de radiographie en traumatologie va être notre service d'urgence qui, de par ses horaires d'ouverture 7 jours sur 7, 24/24 le week-end, va nous adresser un flux de patients assez important avec des périodes parfois plus de pointe, des périodes plus d'accalmie, mais un volume d'examen assez important. Très clair. Donc finalement, si je résume, 3 flux différents, avec un flux prédominant évidemment qui vient principalement des urgences de votre clinique. Exactement. Vous me disiez hors antenne tout à l'heure, environ 90%, c'est ça, des patients qui proviennent des urgences. Ok, très clair. Alors, comment est-ce que, parce que finalement aujourd'hui vous utilisez la solution Bonneview de Glimmer depuis près de 6 mois, comment c'est justement passé la prise en main, l'appropriation de l'outil, et puis comment est-ce que vous avez réussi à l'intégrer dans votre pratique en routine clinique? Alors, c'est un processus qui s'est révélé assez simple et rapide, surtout du fait qu'au tout début, il y a eu une collaboration entre donc, Glimmer et puis nous, notre fournisseur de systèmes informatiques de Notris Pax, qui est la société Software, qui a permis d'intégrer les images et l'analyse de l'outil Bonneview directement dans notre workflow habituel. C'est-à-dire que les images sont réalisées par la manipulatrice et l'analyse Bonneview se fait au moment de l'acquisition et de l'analyse immédiate des images et transférée en même temps que les images natives, du moins avec un petit décalage qui est de l'ordre de 1 à 4-5 minutes maximum. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est un flux très en temps réel pour voir ces images. Et quand nous allons dicter notre compte-rendu, nous allons déjà avoir accès à ces images-là pour l'interprétation. Donc c'est vraiment le fait qu'il y ait pu avoir cette intégration sans avoir besoin d'un outil annexe, d'un viewer ou autre chose, c'est notre outil de base, ça ne change strictement rien à notre routine pratique d'utilisation de notre logiciel informatique. Donc C'est c'est ça, finalement, très fonctionnel l'outil. d'accord. Ok, il n'y a pas de viewer supplémentaire installé, il n'y a pas de manipulation spécifique à faire dans le PAX. Non, tout à fait. C'est ça qui rend vraiment là l'outil facilement analysable, utilisable, c'est de pouvoir l'utiliser en temps réel. C'est juste une deuxième série d'images à la suite des images natives qui est traitée. D'accord, très clair. Et alors, maintenant que vous l'utilisez justement depuis un petit bout de temps, vous avez aussi le recul suffisant
pour je dirais, avoir un regard pertinent sur la fiabilité de la solution, la fiabilité vraiment médicale. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous l'êtes approprié en routine clinique, est-ce que vous partez du principe qu'on peut lui faire confiance à cet outil? Alors, pour refaire un peu d'historique, on va dire quand même qu'initialement, on a été un petit peu, peut-être par réflexe de protection, dans une attitude un tout petit peu de défiance, qui était celle de vérifier à quel point les résultats qu'on nous transmettait étaient pertinents, étaient fiables. Et donc, on allait chercher les éléments de discordance. Au cours de l'essai, on se rendait compte au fur et à mesure du temps qu'on était vraiment dans une phase où on allait apprendre à se connaître avec l'outil, et pour aboutir désormais à une relation où on est plus dans une relation de confiance vis-à-vis de la fiabilité de l'outil, puisqu'on a pu, dans ces derniers mois, expérimenter, voir quand il y a eu des doutes sur des fractures, des examens complémentaires ont été réalisés, donc avec un gold standard comme le scanner, qui permettait de confirmer ou bien d'infirmer certains éléments, mais tout ça pour aboutir au fait que désormais, on est dans une relation de confiance avec cet outil, parce qu'il nous apparaît fiable, il nous apparaît reproductible, robuste, et pour autant, ce n'est pas une confiance aveugle. Ça veut dire que ce n'est pas un outil qui doit prendre le dessus sur mon expertise radiologique, c'est vraiment un outil qui doit venir en soutien pour me conforter dans mon diagnostic, ou voir à un moment, l'erreur étant humaine, me corriger sur quelque chose que j'aurais pu ne pas voir. Donc c'est vraiment, je trouve, cette notion importante là, pour évaluer, on va dire, la fiabilité, c'est désormais d'avoir l'impression qu'on peut demander à son collègue expert en ostéo-articulaire, un peu en permanence, en temps réel, son avis si jamais nous, on a un doute. Hein. C'est l'équivalent d'une double lecture, mais en temps réel. C'est ça. Un peu comme on peut le retrouver en mammographie finalement, mais en temps réel dans le cas de la détection. Exactement. Ok. Et combien de temps, plus ou moins en estimation, vous direz que vous avez mis avant d'avoir vraiment confiance dans l'outil? Parce que finalement, au début, j'imagine qu'on se confronte un peu aussi à l'outil, on ne lui donne pas confiance automatiquement. C'est une bonne chose. Donc, combien de temps ça vous a mis? Alors, c'est difficile de donner un temps précis, parce qu'on va toujours être dans quelque chose où on se dit, attention, c'est ma responsabilité, c'est là où on en vient à dire que cet outil, il n'est pas là pour nous remplacer, mais vraiment pour nous aider. Et à partir du moment où on le voit comme un outil qui aide, on va rapidement se rendre compte, en termes de délai, sur l'espace d'un mois ou deux, au vu du débit d'examen qu'on est amené à réaliser, on va rapidement se rendre compte de la pertinence de l'analyse, ou bien des moments où, quand il nous fournit un doute diagnostique, on sait quelle valeur attribuer à ce doute. Donc on arrive vraiment à donner, à replacer la valeur du vrai positif, du vrai négatif. C'est ça qu'on attend aussi, hein, c'est la forte valeur prédictive négative. Quand l'analyse nous rend que l'examen est normal, on va être très confiant dans le fait que nous-mêmes, nous n'ayons rien vu et qu'on ne se dit pas, mince, peut-être que je rate quelque chose qui est plus subtil. Okay. C'est ce fameux filet de sécurité finalement. Exactement, complètement. Ok, très clair. Je pense, Romain, justement, pour illustrer nos propos, vous aviez deux cas cliniques que vous montriez tout à l'heure, que vous vouliez peut-être présenter. Alors, je pense que vous devrez pouvoir partager votre écran. Voilà, donc j'ai voulu montrer deux cas qui certes servent à mettre en évidence l'apport de l'IA sous deux angles un peu différents. Tout d'abord, ce que je voulais distinguer, c'était il y a des fractures qui sont difficiles ou fractures occultes, ça sera un peu le deuxième cas, mais le cas auquel on est principalement exposé, ça reste la fracture qui est visible. Donc ça, c'est le premier cas d'un jeune patient qui, après avoir mis un coup de poing dans un mur, avait des douleurs qui nous étaient adressées pour le coup par son médecin traitant. Et l'orientation sur la demande était faite sur la recherche d'une fracture au niveau du scaphoïde. Donc après avoir vu ces radiographies, initialement, j'étais assez confiant dans le fait que je ne voyais pas de fracture dans le scaphoïde. Et en comparant mon analyse à celle de l'outil Boneview, celui-ci m'a fait apparaître une image qu'il considère comme étant avec certitude une zone de fracture, et qui, bien évidemment, quand on la réanalyse, est effectivement une zone de fracture, mais qui n'était pas située en regard du scaphoïde, mais en regard de la base du troisième métacarpien. Quand je suis allé voir le patient immédiatement après, pour lui faire préciser où étaient ses douleurs, c'était exactement à cet endroit-là que se situait sa douleur, et non pas au niveau du scaphoïde ou de la tabatière anatomique. Un examen complémentaire réalisé avec l'aide d'un scanner confirmait cette fracture articulaire
de la base du troisième métacarpien, qui aurait eu une incidence particulière pour lui si elle avait été méconnue, parce qu'il aurait pu continuer à pratiquer des activités sportives ou autres et entraîner un défaut de consolidation au niveau de cette fracture. Donc ça met vraiment en évidence une chose qui est importante, c'est que l'erreur est humaine et c'est quelque chose auquel on est tous exposés, nous, en tant que radiologues. C'est la principale erreur d'ailleurs des radiologues, c'est l'erreur de perception. Ça veut dire que la fracture est visible, qu'on peut la voir a posteriori, mais que pour un motif divers ou varié, on a été dérangé, le nombre de plus en plus important de radios qu'on est amené à voir, on est sollicité par quelque chose qui nous distrait, fait qu'à ce moment précis, on n'identifie pas la lésion. D'ailleurs, il y a eu un topo à CJFR du docteur Koff de Hamilton, là au Canada, qui parlait dans le cadre de la démarche qualité de l'accréditation, exactement de ce type d'erreurs en radiologie, qui sont vraiment pour nous les erreurs principales et puis les plus frustrantes, parce que quand on nous la remontre, la radio, on la voit, la fracture. Donc c'est ça où l'outil, lui, il n'a pas d'affect, et sur ça, il va nous apporter ce filet de sécurité vraiment primordial. Le deuxième cas est un petit peu différent. Là, il s'agit pour le coup d'un autre aspect de l'apport de l'intelligence artificielle, qui serait celui de voir des choses très subtiles. C'était une dame d'un certain âge, qui avait 70 ans, qui était tombée sur le poignet et qui avait des douleurs importantes de l'extrémité inférieure du radius, pour lequel le bilan initialement fait sur les radios standards ne montrait pas de trait de fracture, mais qui, du fait de la douleur, avait été immobilisée. Un contrôle avait été fait en scanner une dizaine de jours plus tard, que j'ai été amené à analyser, et pour lequel je retrouvais une image qui me semblait un petit peu douteuse sur possiblement une fracture, mais c'était vraiment très dur à affirmer, donc j'étais assez étonné de ne pas voir de fracture. Et a posteriori, j'ai regardé ce qu'avait donné l'outil Boneview sur la radiographie initiale, et l'outil Boneview, lui, avait identifié cette zone comme étant une zone de certitude de fracture. Donc c'était très intéressant parce qu'on avait une sorte de discordance entre quelque chose qui, radiologiquement, à l'œil nu, on a du mal à le voir. On fait un scanner qui est un examen quasiment gold standard pour ça, pour lequel, certes, on a l'impression qu'il y a peut-être un trait de fracture, mais ça reste encore douteux. Et on est allé plus loin, on a fait une IRM qui a totalement confirmé ce qui avait été détecté du coup par l'outil Boneview sur la radiographie initiale, qui est bien ce trait de fracture métaphyso-épiphysaire de l'extrémité inférieure du radius. Donc là, on voit cet apport qui est différent, qui est celui de quelque chose de subtil et de sensible dans la perturbation de la trame osseuse sur certains types de fractures qui sont les fractures occultes et qui peuvent avoir là aussi une incidence pour le devenir du patient et son pronostic fonctionnel. C'est assez intéressant parce que finalement, on pourrait dire que la sensibilité assez importante des outils d'intelligence artificielle permettent presque de fiabiliser les examens de première intention, un type radio standard, et ça pourrait presque en augmenter. On le voit ici, la spécificité des examens de seconde intention de type scanner IRM. Dans ce cas-ci, il se fait qu'en scanner, c'est relativement occulte, mais en tout cas, c'est assez évident en IRM, donc c'est un assez beau cas. Merci Romain. Autre question, maintenant qu'on a balayé finalement l'ensemble de ces sujets, si on fait le bilan justement après ces 6 mois d'utilisation, de votre côté, quel est votre regard sur l'impact que cette solution peut avoir à la fois sur votre activité à vous en tant que radiologue, mais également sur le parcours de prise en charge d'un patient en traumatologie? Alors je dirais que l'impact, il est intimement lié, c'est-à-dire l'impact sur le parcours du patient en traumatologie va être lié à l'impact qui est à l'IA sur notre activité radiologique, puisque le radiologue est un acteur central dans la prise en charge du patient en traumatologie. Donc on a vraiment un premier impact qui est en termes surtout de sécurisation diagnostique et de certitude diagnostique. Ça va limiter quoi? Ça va limiter les doutes qu'on a tous, radiologues, devant certains bilans radiographiques, à se demander s'il n'y a pas peut-être une fracture, ce qui va nous inciter à demander des examens complémentaires, donc une autre radiographie, une autre incidence, une radiographie comparative, voire même un scanner, ou bien pour aller jusqu'à l'IRM. Donc, avec des certitudes diagnostiques, on va pouvoir limiter toutes ces étapes qui sont aussi pour le patient dans son vécu et dans son parcours dans une filière traumatologique, des étapes supplémentaires qui rallongent les délais de prise en charge et puis qui rallongent, lui, son expérience. La deuxième chose, c'est bien sûr de limiter tout court les erreurs. Parce qu'une erreur diagnostique va impliquer une erreur de prise en charge, c'est-à-dire la prise en charge par le médecin urgentiste ou le médecin traitant n'est plus adaptée. Il y a une immobilisation plâtrée quand ce n'est pas nécessaire ou vice-versa.
Et de cela va aussi découler un pronostic pour le patient fonctionnel, avec un préjudice potentiellement fonctionnel sur des douleurs qui vont durer anormalement dans le temps, sur des défauts de consolidation qui vont se faire sur certains types de fractures. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, c'est vraiment un apport à ce niveau diagnostique très important. Le deuxième apport est sous un autre angle qui est celui pour moi du workflow, du flux. Là aussi, du flux à différents niveaux, du flux patient, du flux de l'activité radiologique, c'est-à-dire au sein de mon activité radiologique, j'ai d'autres examens à regarder en même temps, je peux avoir des échographies à faire, je peux avoir des scanners à regarder en même temps, donc il faut que je puisse prioriser, trier des examens. Et de la même manière, ça va avoir un impact selon les organisations radiologiques au sein des différentes structures hospitalières, libérales, téléradiologie, selon que ces structures aient un mode de fonctionnement qui leur font analyser les examens en temps réel ou bien en décalé. On va voir que cette priorisation, ce tri dans les examens, va retentir sur l'impact de la prise en charge du patient. Il peut être mieux pris en charge par le service des urgences. On peut corriger des erreurs qui ont été méconnues si l'analyse est faite à 24 heures par du coup l'urgentiste qui a vu la radio initiale. Tout cela va avoir un impact du coup sur nous, notre sécurisation, notre sécurité, la fiabilité qu'on veut donner dans notre diagnostic, sur la manière de ressentir les pénibilité, parce qu'on a de plus en plus de volume d'examens analysés, on a de plus en plus une demande, une pression extérieure de la part des cliniciens et de la part des patients pour avoir de la certitude diagnostique. Donc ces outils-là, dans ce flux patient, il devient vraiment un élément qui, à mon sens, a toute sa valeur. Très intéressant. Donc, deux versants, finalement, à la fois un impact positif pour le patient dans sa prise en charge, qui s'en voit plus fiabilisé et accéléré. Et puis également pour vous, finalement, le praticien, dans l'optimisation, je dirais, dans l'efficience aussi du workflow, de l'interprétation de ce type d'examen. Tout à fait. Très clair. Merci Romain. J'ai peut-être une dernière question qui me vient en tête pour respecter les 15-20 minutes qu'on vous avait promis. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à vos confrères qui hésitent encore à franchir le cap de l'intelligence artificielle? Alors, je ne sais pas si le débat est vraiment d'hésiter à le franchir ou pas. Donc, ce n'est pas oui ou non faut-il le franchir le cap, c'est plutôt comment. Ça veut dire que je pense que beaucoup de monde dans la communauté radiologique est convaincu de l'intérêt de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est à nous de lui donner sa juste valeur, c'est-à-dire, si je devais donner des conseils, ça serait soyez curieux, intéressez-vous à l'intelligence artificielle, comprenez comment ça se passe dans l'intelligence artificielle, afin de garder la maîtrise de vos outils. C'est-à-dire qu'on doit vraiment utiliser l'intelligence artificielle en appui, en soutien. Ce n'est pas quelque chose qui doit ou qui va remplacer le radiologue, mais qui est vraiment là pour nous apporter cet appui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif principal, ça reste d'améliorer le service rendu au patient et sa prise en charge afin d'avoir une sécurisation de son diagnostic. Merci beaucoup Romain, ce sera les mots de la fin. Merci pour votre temps. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On était ravis de prendre le temps de vous partager cet humble retour d'expérience. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis, on espère vous revoir tous prochainement. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.